La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Allô, ici Antoine Guillot. Merci d'être à l'écoute de cette série de podcasts produite par la compagnie Caravelle et Carnet d'art. Ce programme s'appelle Comment ça va le monde ? Le principe est simple, un invité tout au long d'une saison pour se laisser le temps du développement de la pensée autour d'un sujet particulier. Cette saison, nous partons en révolution, en se plongeant au cœur de la réforme protestante. Nous tomberons ainsi dans les bras de Luther, de Thomas Müntzer, Calvin, et c'est avec Étienne que nous nous demandons donc comment la réforme protestante a conditionné notre rapport à la modernité. Étienne, tu es professeur de philosophie et de français en filière technologique et générale en lycée agricole, titulaire d'un master en philosophie des religions à l'école pratique des hautes études. Bonjour. Bonjour, tout à fait. Première question, c'est d'où vient cette idée, cette envie d'émission et de série d'émissions ? Alors en fait, c'est une idée qui date des événements de la décapitation de Samuel Paty, suite à laquelle nous sommes arrivés à nous interroger sur les concepts de république et de démocratie. Voilà. Quand quelque chose va mal en France, quand un événement grave se produit, on en appelle souvent à l'union républicaine, là où on en appelait au début du XXe siècle à l'union nationale. Comme si le consensus autour du concept de république allait de soi. Nous faisons comme si cette conception consensuelle de la République était naturellement compatible avec la notion de démocratie. Alors que nous allons voir que ce consensus supposé entre République et démocratie ne va pas forcément de soi. Mais alors, la première question qui me vient, quel rapport entre cette question de la République, de la démocratie, etc., et la réforme protestante ? Dans l'idée de réforme, il y a l'idée de retour à l'origine. C'est une idée qu'on retrouve dans le concept de révolution. Une révolution, c'est cyclique. L'idée de la révolution, qu'est-ce que c'est ? Du concept de révolution, y compris d'un point de vue astronomique. C'est l'idée de revenir à un point de départ, c'est l'idée d'un cycle. De la même manière, quand on a commencé à conceptualiser l'idée même d'histoire, justement, durant la Renaissance, est venue l'idée que l'histoire pouvait aussi être constituée de cycles. Et donc, cette idée de réforme, en fait, d'un point de vue religieux, elle a pour but de retrouver la pureté originelle du message biblique, là où, d'après les réformateurs, le catholicisme avait corrompu ce message. Donc on peut bien parler de révolution quand on parle de la réforme protestante. On va voir que justement il y a un débat sur les termes et que c'est pas un hasard si ces éléments se situent un peu après ce qu'on a appelé le début de la Renaissance. Les réformateurs comme Luther s'opposent à la révolution avec ce qu'elle a de violent, tel qu'on peut la concevoir dans une conception justement républicaine de 1789, là où un homme, on va le voir comme Thomas Müntzer, lui, justement, prétend utiliser cette violence au service d'un projet révolutionnaire dans une conception tout à fait sociale et politique de la révolution telle qu'on l'entend. Donc les auteurs de la réforme sont eux-mêmes en désaccord sur cette ambition révolutionnaire ou non. Voilà. Et pardon d'insister, mais est-ce qu'on peut expliciter un peu plus ce lien qu'on peut faire entre cette révolution, et notamment la réforme protestante, et la démocratie et la République telle qu'on l'entend, et telle qu'elle est peut-être galvaudée aujourd'hui, mais... Voilà. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, quand on en appelle aux valeurs de la République, c'est pour en appeler à une unité, comme si tous ceux qui se reconnaissent dans la République devaient se retrouver sur des idées communes et sur un consensus, sur des valeurs dont on peut présupposer qu'elles sont de nature religieuse. On va expliquer en quoi, quels auteurs émettent cette analogie entre valeurs religieuses et valeurs républicaines. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, cette idée d'unité dans la République, en quoi est-ce qu'elle peut s'opposer, contrairement aux idées reçues, à une certaine conception de la démocratie ? Eh bien, un certain nombre d'auteurs, comme Claude Lefort, un politologue du XXe siècle,
définit la démocratie comme le lieu de possibilité du dissensus, et en aucun cas du consensus, tel qu'on l'entend quand on parle de valeurs républicaines. Donc voilà, il n'y a rien de naturel à ce que république et démocratie soient des termes qui s'associent positivement l'un à l'autre. Ils sont parfois en conflit, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs quelque chose qui était assumé. C'est quelque chose qui était assumé à un certain moment donné au sein même de la Révolution française, où quand on parlait de république, on ne parlait pas nécessairement de démocratie. Voilà. C'est un amalgame qui s'est fait bien plus tard. Et est-ce qu'on peut dire, sans trop s'attarder là-dessus, mais on peut dire que cet amalgame, il arrive avec la Troisième République à peu près, fin du 19e ? Alors, dans la conception de quelqu'un comme... oui, il arrive là. Alors, on est déjà dans une généalogie qui nous projette à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, donc assez loin de la généalogie que j'ai établie en partant de la réforme protestante du XVIe siècle. Mais effectivement, c'est important pour voir pourquoi est-ce qu'on est obligé de remonter jusqu'à la réforme protestante, et pour comprendre d'où viennent ces notions de dissensus et de consensus. En fait, dès la fin du XVIIIe siècle, l'abbé Ségès assume donc la contradiction entre république et démocratie en insistant sur l'idée que le régime qu'il veut établir est une république et en aucun cas une démocratie. Par la suite, effectivement, on a des gens comme Guizot au XIXe siècle qui vont essayer d'établir un lien entre l'héritage révolutionnaire et la restauration de la royauté. Et donc, dans cette volonté pour le coup, de consensus entre des choses qui paraissent inconciliables, donc ils vont reprendre une sorte de mystique républicaine, mais qui s'oppose à l'idée de démos, c'est-à-dire de pouvoir, pour reprendre les termes de notre Constitution, du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà. Et notamment, ce sera illustré au long de la Seconde et la Troisième République lors des différentes révoltes qui seront menées par des ouvriers et qui seront comment dire, matés dans le sang. Voilà. Donc, est-ce que là, on entend poindre le bout de son nez, peut-être aussi une autre notion qui rentre dans ce débat et dans ces considérations, c'est celle du capitalisme. Tout à fait. En quoi république, révolution, capitalisme peuvent se retrouver dans le même panier? Il y a quelque chose qui est important de préciser dans la méthodologie qu'on va employer tout au long de ces entretiens, c'est que nous allons évoquer des théories de différents auteurs. Il est bon de rappeler, par les temps qui courent, que ce n'est pas parce qu'on présente la théorie de tel ou tel auteur qu'on y adhère. Et donc nous allons comparer ces théories qui sont autant d'explications qui tirent sur les ficelles de tel ou tel paramètre pour expliquer a posteriori des phénomènes qui se sont passés. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important de l'établir avant même d'approfondir. Ensuite, cette notion de révolution en relation avec la notion de république et les valeurs derrière cette république, derrière cette notion de république, et les valeurs parmi lesquelles les droits de l'homme, évidemment. Eh bien, cette notion a été critiquée. Effectivement, on parle de capitalisme, elle a été critiquée notamment par Karl Marx, qui dit que ces fameux droits de l'homme que nous a offert la Révolution de 1789, en fait, sont des droits théoriques, en aucun cas des droits concrets. Les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est quelque chose que vous pouvez dire, que vous pouvez proclamer par monts et par vaux. Et c'est pas parce que vous allez le proclamer que d'un point de vue économique, les individus naîtront libres et égaux en droit. Donc cette critique de la Révolution française comme une révolution bourgeoise, qui vient perturber l'ordre aristocratique, mais pas forcément au profit du démos, pas forcément au profit de la majorité populaire, mais au profit d'une petite caste qu'on appelle la bourgeoisie. Au profit des plus forts, de ceux qui prennent le pouvoir à ce moment-là. Tout à fait. Et donc au profit de cette caste qu'on appelle la bourgeoisie, et dont certains historiens, beaucoup d'historiens, ont vu l'émergence justement à partir du XVIe siècle, notamment, et qui ont vu une émancipation progressive de la bourgeoisie entre le XVIe siècle
et la Révolution française. Et donc ça veut dire que la Révolution française prendrait... Alors là, attention, scoop, la Révolution française prendrait ses racines dans cette fameuse réforme protestante. C'est la théorie de nombreux historiens qui ont été aussi des politiciens importants du 19e siècle, comme Guizot, par exemple. Et pourtant, la France, c'est pas, a toujours été la fille de l'Église. La fille aînée de l'Église, tout à fait. La fille aînée de l'Église, et c'est pas un pays considéré comme phare et prospère pour le protestantisme. Enfin, on pense plus à la Suisse ou à l'Allemagne. Tout à fait. Mais quand on parle de majorité, justement, il y a plusieurs manières d'entendre le terme de majorité. Il y a une majorité en termes de quantité de population. Il y a une majorité en termes de qualité, c'est-à-dire d'individus qui ont du pouvoir. Et par exemple, parmi les grands auteurs de la Troisième République, effectivement, la religion protestante n'a jamais réussi à s'implanter en France aussi bien qu'en Allemagne ou en Suisse. Mais par ailleurs, parmi les grands auteurs de la Troisième République, il y a beaucoup d'auteurs protestants et qui ont repris, justement, c'est intéressant, qui sont allés chercher une source en termes de valeur chez Kant, qui est un philosophe allemand, et lui-même protestant. Donc, qui ont extrait, justement, on va dire l'histoire de France qui ont extrait l'histoire de France de son origine catholique pour l'universaliser. Et cette universalisation passe dans l'esprit de ces auteurs par une émancipation de justement la tradition catholique française. Ce qui nous amène à un troisième terme, en dehors de la démocratie et de la République, qui est le terme de modernité. Et donc le terme de modernité qui en fait qui est une forme de subversion de la tradition. On a parlé de l'acceptation moderne des termes de république et de démocratie. Il y a une acceptation antique de ces termes sur lesquels on ne va pas revenir aujourd'hui parce que ça nous amènerait trop loin. On va en rester à une acceptation moderne, ce qui est déjà assez ambitieux. Et déjà, il nous faut définir ce terme de modernité. Donc les historiens parlent de modernité, mais la modernité ne désigne pas seulement une période historique. C'est un mode de civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Derrière le concept même de modernité, il y a une idéologie qui entend s'opposer au mode de la tradition. Ce qui est moderne, ce qui s'inscrit dans modus, dans le temps présent, c'est quelque chose qui vient défier ce qui était ancré. Et la réforme protestante, effectivement, dans ce cadre, est révolutionnaire dans la mesure où elle prétend défier la tradition, la tradition qui la précède. Donc si on suit cette logique, ça veut dire que toute révolution est moderne. Alors, il y a des révolutions modernes, et il y a aussi des révolutions postmodernes. Je m'explique. Certains auteurs ont pu dire, notamment en histoire de l'art, que la modernité elle-même, en tant qu'idéologie, une fois qu'elle avait chassé la tradition du pouvoir, cherchait à s'imposer comme nouvelle tradition. Et oui, et du coup n'est plus moderne. Tout à fait, c'est le grand paradoxe de la modernité, on parle de tradition de la nouveauté. Mais par définition, du coup, les valeurs de cette modernité sont toujours menacées par une forme plus moderne qui prétend chasser à nouveau cette modernité qui est devenue tradition. C'est la course à l'échalote. Ça n'en finit pas. Non, ça n'en finit pas. Et justement, d'où cette filiation entre ces différentes traditions de la modernité qu'on peut faire remonter à la réforme protestante, mais encore une fois, c'est une question d'interprétation de l'histoire des idées. On pourrait la faire remonter beaucoup plus loin. On pourrait concevoir la naissance du christianisme en soi comme une volonté de rompre avec une certaine tradition. Voilà, ce qui est avec notamment la tradition juive. Oui. Et on pourrait remonter encore plus loin en définissant la modernité juive comme une volonté de rompre avec la tradition de monde polythéiste et d'instaurer une forme monothéiste qui a des implications politiques gigantesques. Et du coup, pareil pour les musulmans, plus tard, après les chrétiens,
qui arrive dans une forme de modernité. Tout à fait. Et le grand paradoxe, c'est que ces formes ultramodernes, que sont les formes du judaïsme, les formes du christianisme et les formes de l'islam, se définissent bien souvent, pas totalement, mais bien souvent, comme des formes de lutte, de résistance à la modernité et aux attraits de la modernité. Aujourd'hui. Tout à fait. Mais du coup, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que c'était ultra moderne d'être musulman ou d'être catholique à une certaine époque. Et d'ailleurs, on était chassés pour ça, parce que trop moderne. En tant que protestant, oui, tout à fait, par exemple, effectivement. En tant que tout. En fait, c'est valable pour oui, tout le monde. Oui, tout à fait. Ouais. Et en tant que, effectivement, les premiers chrétiens eux-mêmes étaient persécutés par l'Empire romain. Oui. Et ce qui nous ramène, ce qui est intéressant, à la relation entre, on va dire, statut de victime et modernité. C'est-à-dire que dans toutes les traditions, qu'elles soient politiques ou religieuses, il faut être passé par le stade du martyr pour pouvoir imposer sa légitimité. Le christianisme s'est imposé parce qu'au moment de l'Empire romain, il a eu ses martyrs, et donc ce qui lui a permis de trouver sa légitimité. Oui, dans des héros. Exactement. Dans des héros qui ont payé le prix pour leurs idées. Ouais. Ce qui était quelque part une preuve de comment on pourrait dire, de la solidité de leur croyance, de leur foi. Oui. Ce concept qui donne de la valeur. Tout à fait. Oui. Le prix du sang. Oui. Ce qui est un concept aussi qu'on retrouve dans d'autres mouvements politiques, historiques. Il n'y a pas de résistance sans martyr. Et donc, il y a aussi cette notion de protestantisme. Elle nous ramène aussi au concept de résistance. Oui, alors je vois bien que vous voulez glisser vers le protestantisme, mais avant ça, est-ce que, parce qu'on peut pas dire que pour que un concept ou des idées aient de la valeur et soient reconnus comme tel, et prennent une place, on peut pas dire que qu'il faut être martyr. Ce serait réducteur que de dire ça, parce que par exemple, on peut penser aux anarchistes qui se sont pas imposés, en tout cas en France, qui se sont pas imposés, et pourtant il y en a plus d'un qui ont laissé leur vie. Oui. Alors qu'est-ce qui leur manquait alors? tous les mouvements qui ont une prétention révolutionnaire n'aboutissent pas nécessairement. Et il y a aussi, par ailleurs, un mythe romantique qui est le mythe de l'échec politique. Parce que là, en fait, on est en train de concocter un petit manuel de comment faire une bonne révolution. Comment faire? Alors, on a du chemin à parcourir, parce que là, on est qu'au XVIe siècle pour le moment. Oui. On va voir que déjà, faire une réforme, c'était très complexe. Faire une révolution, c'est là encore plus. Et tout dépend quelle ambition est-ce que vous mettez derrière votre volonté révolutionnaire. Si vous voulez faire une révolution sans violence, c'est d'autant plus compliqué. On peut prendre l'exemple des révolutions anglaises. Il y a justement la révolution puritaine de Cromwell, dont on parlera peut-être dans une prochaine série d'entretiens. Et cette révolution puritaine, donc, elle a traumatisé l'Angleterre. Il ne faut pas oublier que les Anglais ont été les premiers, enfin en tout cas avant les Français, à décapiter leur roi, ce qui était un traumatisme. Et donc, cette première révolution gorgée de sang s'est faite avec en arrière-fond un plan religieux qui est celui du protestantisme. Ceci dit, la seconde révolution anglaise, les Anglais l'appellent la révolution glorieuse, Glorious Revolution. Parce que pas de tête coupée. Exactement. Et vous savez qu'il y a un certain nombre d'auteurs français qui, en parlant de ce concept qu'ils appellent monarchie républicaine pour définir le système de la Ve République, disent que les Français ne se sont jamais remis d'avoir coupé la tête du roi. Et donc on peut les croire. Et on peut considérer que c'est un vrai traumatisme que de devoir couper la tête de ceux de qui on veut prendre la place. Alors, à partir du moment, et c'est un des problèmes de la réforme protestante, donc à partir du moment où vous avez délégitimé le pouvoir en place, vous n'avez pas seulement délégitimé le contenu du pouvoir, vous avez délégitimé sa forme. Et donc vous allez devoir créer une nouvelle forme qui puisse être considérée comme légitime par ceux sur qui vous voulez imposer votre pouvoir. C'était un problème de la réforme protestante, c'était un problème aussi pour la Révolution française de 89. Mais alors en quoi c'est vraiment un problème de pas avoir
Victor Hugo disait la forme c'est du fond qui remonte à la surface. Bon, ça, du coup, dit comme ça a pas l'air si compliqué d'imposer, d'imaginer une nouvelle structure construite sur de nouvelles idées, puisqu'on veut plus de l'ancienne. Ouais. En quoi c'est un problème? Alors cette formule de Victor Hugo, elle est peut-être essentielle pour comprendre les enjeux de notre série d'entretiens sur les concepts de réforme et de révolution. La forme c'est du fond qui remonte à la surface. Parce que l'idée, c'est de savoir si cette forme est de nature nécessairement religieuse ou pas. Je développe. Donc on revient sur ces termes de république et de démocratie. L'un, on l'a vu, qui peut être interprété comme la quête du consensus par excellence, hein, la république, la chose publique, la chose commune que l'on partage, et la démocratie, ce qui définit le pouvoir par le peuple, mais dans une acceptation moderne aussi, la possibilité, on l'a vu avec Claude Lefort, d'exprimer un dissensus. Donc consensus contre dissensus. Donc entre ces deux mots, il y a une fracture politique qu'on a essayé de colmater déjà dès la fin de l'Empire romain avec le concept de Pontifex Maximus qui a donné après sa légitimité politique au pape, qu'on essaie de colmater avec les remèdes de fortune qu'offrait la religion. Alors pourquoi la religion ? Pourquoi la religion ? Parce qu'on n'a pas trouvé de force plus fédératrice pour unir un peuple autour de valeurs et d'idées. Mais le danger de cet outil religieux, c'est qu'on n'a pas trouvé de force plus fédératrice, mais on n'a pas non plus trouvé de force plus puissante pour créer de la dissension, pour créer de la division. Là où le catholicisme, on va le voir, avec tous les défauts que lui trouvaient les réformateurs, là où le catholicisme avait réussi à fédérer de manière relative, fédérer les populations autour d'une hiérarchie, d'une structure, le protestantisme, en fait, malgré Luther, justement, la différence entre les réformateurs qui se voulaient uniquement religieux et les réformateurs qui ont une dimension politique comme Münzer, on va le voir, malgré eux, malgré des gens comme Luther, cette dissension va prendre un tour politique. Parce que qu'on le veuille ou non, on ne peut pas neutraliser la dimension politique de la religion, et on ne peut pas neutraliser la dimension religieuse de la politique. Mais ça veut dire que est-ce que la religion à un moment, et dans un sens et dans l'autre, occupe un peu la même fonction que la notion d'État, de nation, etc. Et bien justement, en fait, ce que défendent certains auteurs que nous allons nommer au long de ces entretiens, c'est que même ceux qui prétendent ou qui ont prétendu en finir avec la religion, avec en tout cas l'influence de la religion sur le domaine de la politique, ceux qui ont voulu proposer ou imposer des régimes qui semblaient, j'insiste, libérés de cette dominance religieuse, cette domination religieuse ont en réalité utilisé les formes et les contenus de la religion, tout en leur donnant d'autres noms pour fédérer des peuples autour de leurs idées. Je vous donne un exemple, on parle justement de points communs entre la Réforme et la Révolution française. Il ne faut pas oublier que Robespierre a instauré le culte de l'être suprême, c'est-à-dire que ce mouvement révolutionnaire, durant lequel, à un moment donné, on a décapité des prêtres, on a jeté des prêtres dans des puits parce qu'ils étaient prêtres, est aussi un mouvement, à un moment donné, qui s'est rendu compte qu'il avait besoin de la puissance symbolique de la religion pour fédérer les individus autour de valeurs communes. Et c'est intéressant qu'on s'en réfère à la Révolution de 89 pour légitimer le terme de laïcité qui apparaît bien plus tard au moment et qui s'impose d'un point de vue des principes au moment de la Troisième République finalement. Oui, alors que c'est contre-intuitif en 1789, au contraire justement. Ouais. Voilà, et on sent on sent même qu'il y a une lutte, pour le coup qui n'a rien de symbolique, entre la religion et la tradition, le catholicisme, première fille aînée de l'Église, le catholicisme français, la France, fille aînée de l'Église, et de l'autre côté, cette forme moderne, mais qui essaye quelque part de spolier
ce qu'il y a de fédérateur dans la forme ancienne, c'est-à-dire la religion. Et ça se manifeste par la persécution des chouans, notamment. Balzac a écrit un livre qui s'appelle Les Chouans. Victor Hugo, dont on parlait tout à l'heure, a écrit 93, qui est aussi un livre qui parle donc de ces guerres des chouans, qui sont des paysans catholiques qui se sont révoltés contre l'ordre bourgeois qui cherchait à s'imposer. Donc ces notions de révolte et de révolution peuvent se retourner contre leur créateur. Notamment pour des raisons religieuses, et notamment quand les initiateurs de la révolution essayent de récupérer la puissance fédératrice de la religion à leur service. D'accord. Donc, comment passer de cette idée de révolution française qui nous semble proche à ce concept de réforme protestante qui nous semble bien lointain, en fait. Oui, Révolution française qui nous semble proche, mais dont on se rend compte qu'en fait, on ne connaît pas grand-chose. C'est vrai qu'au-delà de ces valeurs de la République, d'ailleurs, ces valeurs de la République qu'on ne nomme jamais réellement, on utilise ces termes comme s'ils étaient incantatoires, les valeurs de la République, comme s'ils allaient de soi, elles allaient de soi pour tout le monde. Oui, mais en fait, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ces valeurs de la République, à la limite, on s'en fout de quelles sont ces valeurs de la République. Par contre, ce qui est important, mais ça rejoint cette idée de religion, etc., ce qui est important, c'est de croire qu'il y en a. Tout à fait. Se réunir autour qu'il y ait consensus autour de cette idée-là. Tout à fait. C'est ce que le philosophe états-unien du XXe siècle appelait une foi commune. Quel philosophe ? John Dewey, pardon. Ouais. John Dewey disait que alors, c'était dans un autre contexte, c'est dans le contexte des États-Unis du XXe siècle, mais il disait que la démocratie libérale, alors il faut s'entendre sur ce terme, on parle de libéralisme économique, de néolibéralisme et de libéralisme politique, sans oublier que le terme liberal en anglais n'a pas du tout, dans la culture politique anglaise, la même tonalité que celle que nous lui donnons en France. Ceci dit, donc John Dewey définissait que la démocratie libérale, pour exister, devait trouver les éléments qui permettaient à ce fameux démos d'avoir une foi commune. Et donc on retrouve ce vocabulaire religieux comme force fédératrice, de toute communauté politique possible. Alors, j'ai l'impression que là, les concepts qu'on aborde, que ce soit démocratie, république, ou même modernité, en fait, sont de belles idées fortes qui sont remplies de plein de choses, mais qui sont complètement utopiques. Et j'ai l'impression que ni aujourd'hui, presque évidemment, mais ni jamais, on a connu ça. Alors effectivement, nous, on va aborder les choses, pour reprendre un terme de Machiavel, qui a été repris d'ailleurs par beaucoup de philosophes qui se sont intéressés à la question politique par la suite. Nous allons aborder les hommes et leur manière d'être. Nous allons aborder les hommes tels qu'ils sont et non tels que nous voudrions qu'ils soient. Mais pour revenir sur cette notion d'utopie, effectivement, les hommes tels qu'ils sont ne peuvent pas s'empêcher de rêver et ne peuvent pas s'empêcher de chercher à définir comment est-ce qu'ils voudraient que les autres hommes soient. Et c'est intéressant d'employer ce terme d'utopie qui est aujourd'hui un terme qui a toujours été... qui est un terme aujourd'hui qui a une connotation plutôt améliorative, positive. Cette idée d'utopie, donc d'un point de vue étymologique, déjà, c'est le lieu de nulle part. Donc, dans son étymologie même, il s'agit d'un idéal. Et cet idéal peut se transformer en cauchemar, dans la mesure où... et c'est pour ça d'ailleurs que Machiavel et à sa suite un grand nombre de philosophes qui se sont intéressés à la question politique se sont dit, intéressons-nous aux hommes tels qu'ils sont et non tels que l'on voudrait qu'ils soient, parce que si on commence à s'intéresser aux hommes tels que l'on voudrait qu'ils soient, finalement,
nous allons créer quelque chose d'uniforme et de dangereux. C'est-à-dire, si on essaye de concevoir un système politique avec les hommes tels qu'ils sont, on court beaucoup moins, finalement, le risque, même si on est moins utopiste au sens amélioratif on l'entend aujourd'hui, on court beaucoup moins le risque d'aboutir à une catastrophe en termes de conformisme et de volonté de conformer les individus à une volonté autoritaire. Mais en quoi pour qui ce serait une catastrophe ? De conformer tous les individus à une volonté autoritaire ? Oui, parce que là, c'est presque une définition du capitalisme qu'on donne là. C'est une définition très subjective. Justement, cette volonté de conformer tous les individus à une même volonté, on n'est pas obligé de la regarder comme une volonté hostile. On n'est pas obligé de la regarder, tout comme le capitalisme, on n'est pas obligé de le regarder comme un système hostile à l'individu. Oui, ou par exemple, on peut comparer ça à ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Il y a plein d'exemples. Ah oui, de conformisme. De conformisme, oui. Oui, tout à fait. Imposé de manière... la mondialisation, que ce soit le système politique chinois ou d'autres... Oui, et en fait, on retrouve, en fait, pour revenir à notre consensus et à notre dissensus, consensus républicain et dissensus démocratique, on retrouve l'un des enjeux politiques de cette réforme, à savoir qu'effectivement, on avait une hiérarchie très claire, qui était celle de l'institution catholique. Et une fois que cette hiérarchie est rompue par un nouvel ordre qui entend rompre avec la tradition catholique, l'ordre de la réforme, eh bien, nous sommes confrontés à une diversité de croyances. Et donc, pour prendre un exemple concret concernant ces individus qui veulent imposer une volonté unique à une somme d'individus, l'idée c'est d'éviter que, en fait, c'est que pour que les hommes ne se massacrent pas entre eux, la France a connu un certain nombre de guerres de religion au XVIe siècle, tout comme l'Angleterre, tout comme l'Allemagne. Pour que les hommes ne se massacrent pas entre eux, notamment pour des questions religieuses, au-delà de leurs croyances individuelles, il faut imposer une religion civile dont les principes dépassent les croyances individuelles. C'est ce que définit Rousseau un peu avant la Révolution de 1789, dans Du contrat social. Il définit la nécessité de constituer une religion civile qui dépasse les croyances individuelles, qui soit prioritaire sur les croyances individuelles. Quand on fait des sondages aujourd'hui pour savoir si les individus de telle ou telle confession religieuse considèrent que les valeurs et les lois de la République sont au-dessus des lois de leur religion, on est encore dans cette problématique qui était posée par Rousseau au XVIIIe siècle, par Robespierre, un peu après Rousseau. Robespierre était un grand lecteur de Rousseau, avec son concept de culte de l'être suprême, qui, à sa manière, que certains ont jugé maladroite, à sa manière à chercher à concrétiser cette volonté de religion civile chez Rousseau. Et Rousseau lui-même cite ses sources. À l'époque de Rousseau, au XVIIIe siècle, on est encore dans des conflits religieux entre catholiques et protestants qui ont commencé au XVIe siècle après cette réforme, à cause de ces dissensions. Et donc, Rousseau cite ses sources, et il cite un philosophe politique très important, un philosophe anglais qui a été traumatisé par l'époque de Cromwell, qui s'appelle Thomas Hobbes. Et Thomas Hobbes, dans son livre qui s'appelle Le Léviathan, définit la nécessité d'un pouvoir fort, d'un souverain fort, qui s'impose avec les outils de la religion. Pourquoi ? Parce que, comme l'écrit Hobbes dans Du Citoyen, l'homme est un loup pour l'homme, à l'état dit de nature. Voilà. C'est-à-dire que sans état, pour reprendre un mot que tu as employé tout à l'heure, sans état, à l'état de nature, selon Hobbes, les individus se massacreraient. Voilà.
Mais bon, cette histoire de... Enfin, en fait, tout ça, là, ça fait plusieurs fois que ça revient. Tout ça, c'est pour ne pas qu'on se massacre. Voilà. Mais on a la preuve tous les jours que ça marche pas du tout. Et puis, on l'a dit, d'ailleurs, tu l'as bien rappelé au début de cette émission. L'idée de cette émission et de cette discussion, c'est suite à l'assassinat de Samuel Paty. Je veux dire... c'est bien... Enfin, il y a un problème, là. Mais justement, c'est tout l'intérêt, selon moi, de cette initiative, cette série d'entretiens, c'est d'expliquer entre la réforme protestante et la Révolution, tenter d'expliquer, ou en tout cas poser la question, en quoi ceux qui ont prétendu s'extraire de la tradition, y compris de la tradition religieuse, selon la manière dont on interprète... ces fameuses valeurs de la République, par exemple, cette fameuse laïcité. Donc, en quoi ceux qui ont prétendu s'extraire de cette tradition, notamment religieuse, qui précédait la période moderne, en ont peut-être en réalité renforcé les traits, et notamment ont renforcé les traits de cette tradition qu'ils pensaient effacer. Peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que pour exister en tant que nouvel ordre, ils avaient besoin de cette forme, non seulement de cette forme fédératrice qu'offre la religion, qui est d'une puissance absolue, mais aussi qui est une forme de dynamite, puisqu'elle peut aussi se retourner contre ceux qui cherchent à fédérer grâce à la religion et devenir une source de dissension inextricable. Et donc en quoi ils ont ôté le nom de la religion, et en quoi certains auteurs peuvent prétendre aujourd'hui que, bien que nos régimes politiques, prône une certaine forme d'émancipation vis-à-vis de la question religieuse, finalement, dans la forme comme dans le fond, pour reprendre l'expression de Victor Hugo, ils sont encore totalement dépendants des traits de cette tradition qu'ils prétendaient effacer. Et donc on va voir en quoi cette idéologie de la modernité a elle-même des traits religieux très marqués, qui sont en partie dessinés par la forme qu'a pris la réforme protestante. Et donc, pour voir en quoi est-ce que cette question de la réforme est liée à cette idée de modernité, il faut remonter pour le coup à la période historique qui a permis cette réforme, qui est la période de la Renaissance. Donc vous voyez, réforme, révolution, Renaissance, on retrouve cette idée de retour à une pureté originelle. Et la pureté, encore une fois, elle est très ambivalente. Elle a une dimension à la fois méliorative et péjorative. Méliorative parce que ce qui est pur, c'est ce qui nous dégage de ce qui est souillé. Et péjorative parce que pour épurer, il faut supprimer. Y compris dans un sens très, très concret. Et de fait... citez-moi une révolution. Alors, certes, les Anglais se targuent de la Glorious Revolution, mais y a-t-il une révolution qui n'ait pas besoin d'épurer pour... Oui, c'est vraiment dans l'ADN de la révolution que de faire le ménage, quoi. Dans tous les sens du terme. Oui. Et donc, c'est aussi ce que... c'est l'historien François Furet en 1989, pour fêter le bicentenaire de la Révolution, qui a fait un pas de côté par rapport au programme qui était prévu notamment par François Mitterrand, et qui disait « je refuse de prendre la Révolution tout d'un bloc. Je refuse de mettre côte à côte les aspects d'émancipation qu'a permis la Révolution de 89 et les aspects de la terreur. » Voilà. Et cette notion de terreur au sein de la Révolution, elle n'est pas anodine. Alors après, attention, derrière toute conception historienne et historique, il y a des enjeux politiques. Il faut savoir que l'histoire de la Révolution de 89, en France, c'était une histoire qui était en grande partie racontée par des historiens marxistes. François Furet... c'est un historien libéral. Et derrière cette critique de la Révolution, on est à la fin de la guerre froide, il y a aussi une critique par analogie
des systèmes qu'a généré ce que... Des idéologies qui regardent l'histoire, quoi. Tout à fait. Mais alors attends, parce que c'est quand même c'est intéressant, puis c'est important ce que tu dis là, que la Révolution soit racontée par des historiens marxistes. Déjà, pourquoi ? Donc là, ça veut dire qu'on est fin du 19e, quand on commence à en faire le récit. Alors, avant ça, il y avait une génération d'historiens républicains. Il y a eu une génération d'historiens républicains. Ensuite, il y a eu une génération d'historiens royalistes. On pense à Banville, dont on parle beaucoup en ce moment. Parce que c'est un historien fin 19e, début 20e, qui est lié au mouvement royaliste français par excellence, qui est l'Action française, et qui est un historien qui est aujourd'hui cité par Éric Zemmour, notamment beaucoup. Donc en fait, ce sont des enjeux qui reviennent, les fantômes de l'histoire nous reviennent. Et effectivement, donc, il y a ces historiens royalistes qui vont contrer ces historiens républicains sur l'histoire de la Révolution de 89, puis par la suite, ces historiens marxistes au cours du XXe siècle, et enfin des historiens libéraux dans la tradition du nouveau, justement pour reprendre ce paradoxe de la modernité, incarné par François Furet, notamment. Donc effectivement, l'histoire de la Révolution de 89, elle-même, est un enjeu, a toujours été et est toujours un enjeu politique en soi. En entendant, alors peut-être qu'on fait une petite sortie de route en abordant ça, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui font écho à l'état là, de la société dans laquelle on vit en France depuis quelques temps, enfin, et puis qu'on sent très prégnant depuis quelques temps. Est-ce qu'une révolution au début du XXIe siècle en France est impossible ? Les Gilets jaunes, par exemple, ont essayé. Enfin, qu'est-ce que... Est-ce qu'il y avait un projet révolutionnaire ? Est-ce qu'il y avait un retour à une idée de pureté dans les déclarations des Gilets jaunes ? Il y a, justement, c'est intéressant, à mon sens, parce qu'il y a la notion de retour à une forme démocratique qui est conçue par ceux qui la prônent comme une forme de pureté démocratique. Et d'ailleurs, ça rejoint des enjeux qui ont été établis durant la Révolution française, c'est-à-dire que, justement, on parlait de Sieyès tout à l'heure. Sieyès définit, justement, il définit clairement, explicitement, que le régime qu'il va instaurer n'est surtout pas une démocratie, mais une république, c'est-à-dire un régime représentatif. Rappelons-nous que, on se targue du miracle grec et de l'influence de la philosophie grecque, de l'héritage politique grec de la Grèce antique sur la civilisation occidentale et notre héritage philosophique moderne et contemporain. Le système de la démocratie grecque reposait en grande partie sur le tirage au sort. Voilà. Donc c'est une forme de démocratie qu'on pourrait appeler démocratie directe et qui n'a pas beaucoup de points communs avec notre régime représentatif. Et pour en revenir donc à ta question sur les Gilets jaunes, cet idéal révolutionnaire de pureté, ce serait un idéal de retour peut-être utopique, avec les dangers que ça peut supposer, à une forme de démocratie directe idéalisée. Je pose un point d'interrogation. Voilà, pourquoi est-ce que je pose un point d'interrogation ? Parmi les institutions... Pour pas trop te mouiller. non, mais par exemple, justement... Non, mais avec le RIC, par exemple... Oui, mais on comprend... Pourquoi ? Alors, on a dit qu'on ne remonterait pas jusqu'à l'Antiquité, mais finalement, on est bien obligé de le faire. Parmi ces institutions démocratiques, tirées au sort, etc., il y avait à Athènes ce qu'on appelait l'Héliée. L'Héliée qui était le tribunal qui a voté la condamnation à mort de Socrate. Donc notre héritage philosophique est aussi un héritage de méfiance vis-à-vis de cette démocratie grecque. Voilà.
Donc il y avait plusieurs institutions, la Boulée, les Liés, etc., qui étaient composées à certains, comment dire, à un certain pourcentage donc de citoyens tirés au sort, et selon les institutions, voilà, il y avait quand même une part de juristes, etc. Mais voilà, n'empêche que ça crée ce fantasme de la démocratie directe comme endroit où l'on pourrait discuter et rétablir une constituante. Hein. C'était même l'un des enjeux des Gilets jaunes. Et donc il y a ce double héritage où à la fois repartons d'Athènes et repartons de 89 parce qu'on a loupé quelque chose dans la constituante de la République qui a émergé de 89. On a loupé. Qu'est-ce qu'on a loupé si on est dans cette idée de certains gilets jaunes, et qui est aussi une idée, on l'a dit, de l'interprétation marxiste de 89, et paradoxalement, qui est aussi une idée qu'on retrouve chez les plus conservateurs des historiens, ceux de l'Action française notamment. C'est que cette République de 89, elle a prétendu s'établir au nom du peuple, et au contraire, elle a fait émerger le pouvoir d'une bourgeoisie qui a utilisé le peuple pour se débarrasser de la tradition de domination précédente, qui était le système aristocratique hérité du modèle féodal médiéval. Et donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que marxistes et royalistes se retrouvent sur cette conception d'une forme d'escroquerie intellectuelle de la révolution de 89, où des individus, des bourgeois, issus d'une classe, la classe bourgeoise, auraient utilisé le peuple en prétendant établir un régime populaire, mais en fait simplement pour chasser un modèle aristocratique et établir un modèle bourgeois. Une domination bourgeoise de la société. Et donc, pourquoi revenir à la réforme protestante ? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, selon beaucoup d'historiens, cette réforme protestante, c'est l'émergence, en tout cas c'est l'un des facteurs qui a permis l'émergence, l'un des facteurs principaux ayant permis l'émergence de cette classe bourgeoise sur la scène de l'histoire. Alors, quel rapport entre cette croyance religieuse, comme tu l'as dit, assez minoritaire en France, et effectivement des enjeux très contemporains sur la domination bourgeoise. C'est un mouvement de... En fait, la réforme de protestante, c'est un mouvement de profonde contestation de la tradition, on l'a dit. C'est un mouvement de contestation aussi d'un monopole religieux. Alors comment est-ce qu'on passe de cette contestation religieuse à un mouvement de domination bourgeoise ? Il va falloir qu'on ait un peu plus dans le détail historique des conditions de réalisation de la réforme pour approfondir cette réflexion. Alors là, tu parles de monopole d'une religion, donc du catholicisme, mais il y a bien l'islam et le judaïsme qui sont là. Alors l'islam peut-être pas dans cette région et peut-être pas en Europe occidentale, mais le judaïsme, il y a bien des juifs en France à cette époque. Oui, bien sûr. Ils sont là de manière assez minoritaire, d'un point de vue, pour le coup, du nombre. Par ailleurs, évidemment, il y a une méfiance vis-à-vis de ce que peut représenter l'individu juif dans la civilisation occidentale chrétienne, catholique, mais pas seulement, on le verra aussi. Il y a un certain nombre de préjugés contre les juifs, contrairement à ce qu'on a longtemps dit d'ailleurs, qui ont perduré chez Luther, donc le réformateur, l'un des initiateurs de la réforme, et aussi chez Calvin. Voilà. Alors, donc là tu es en train de dire que les deux, Calvin et Luther, étaient antisémites. Il y a des raccourcis qu'on ne fera pas, mais en tout cas, il y a des traités
enfin c'est assez clair pour le coup chez Luther, hein. Il y a un traité chez Luther qui s'appelle Des Juifs et de leurs mensonges. Voilà. D'accord. On peut pas être plus clair. Oui, Alors, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que par la suite, des gens comme Charles Maurras, donc encore une fois, on revient à l'Action française, hein, qui a eu beaucoup d'influence sur la droite française entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Charles Maurras voyait dans l'émergence de la République une initiative judéo-protestante et maçonnique. Et en fait, Oui, parce que, enfin, on peut quand même, Maurras, si on le resitue, Ouais. peut quand même rappeler que c'est entre autres de là que vient l'idéologie d'extrême droite en France. oui, enfin, en tout cas, c'est sûr Avant que qu'elle se républicanise, entre guillemets, Tout à fait. elle se revendiquait de Charles Maurras. tout à fait. Et justement, elle se Et revendiquait. d'ailleurs, Éric Zemmour s'en revendique. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, de Banville, Maurras, à ma connaissance, moins directement. Mais de fait, il a donné des conférences pour l'Action française. Voilà, après, on n'est pas forcément... Enfin, on fait des généalogies. On n'est pas là pour émettre des jugements Oui, de oui. valeur, mais bon, on fait des généalogies. Ouais, comme ça, on le situe. Voilà. On est là pour savoir d'où on parle, comme disaient les marxistes, justement. Certains marxistes, pas tous. Mais effectivement, donc Maurras, c'est cette tradition-là. C'est effectivement dans cette droite française de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui voulait restaurer l'ordre catholique. Il y a un questionnement. Il y a un questionnement fondamental sur la Révolution de 89. Comment est-ce qu'une telle catastrophe a pu avoir lieu du point de vue de l'ordre catholique, royaliste? Eh bien, il a pu avoir lieu, selon eux, grâce à la convergence d'intérêts d'un certain nombre de minorités, juives, protestantes, maçonniques. Voilà. Une convergence d'intérêts qui se retrouvent, selon Maurras et un certain nombre d'auteurs de l'Action française, qui se retrouvent dans des idées justement de modernité et de progrès. Voilà. Et justement, j'en reviens à Luther pour signaler que, effectivement, cette convergence d'intérêts n'était pas flagrante aux origines de la Réforme. Voilà, Luther a tenu des propos, effectivement, où il incitait directement, explicitement, au meurtre des Juifs, tout comme il a incité, on va le voir, et c'est une importance politique fondamentale, tout comme il a incité au meurtre des paysans, qui voulaient dans la perspective de leur interprétation de la Réforme, et donc du bouleversement de la hiérarchie sociale, qui refusaient de se soumettre aux autorités. C'est longue vie à la bourgeoisie, en fait, la réforme protestante. Et on va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'effectivement, donc Luther s'est rallié au prince, donc on va voir quel prince. C'est pour ça qu'il faut qu'on rentre un peu dans le détail historique. Quel prince et pourquoi est-ce qu'il s'est rallié à des princes? Et donc effectivement, il reprend cette parole du Nouveau Testament, soumettez-vous aux autorités. Mais il y a d'autres paroles dans le Nouveau Testament. Il y a des paroles très dures contre les richesses de ce monde. Et c'est ces paroles-là que va plutôt interpréter Thomas Müntzer, qui va mener les paysans à la révolte armée. Pour Thomas Müntzer, qui est quand même peut-être un peu moins connu, du coup, on est à la même époque. Tout à fait. Donc on est au début du 16e. Début du 16e, effectivement, ou à partir des années 1520. Voilà. Et alors, du coup, pour situer un petit peu l'état du monde à ce moment-là, au début du 16e, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu où en était la France, où en était le monde? Alors, on est 1500 et quelques, donc ça veut dire que ça fait 15 ans qu'on vient de découvrir l'Amérique. Exactement. Vous imaginez le bouleversement interne pour le modèle de l'Église. Le bouleversement interne pour le modèle de l'Église qui avait sa propre conception d'un monde clos. Et pour reprendre une expression d'Alexandre Koyré, qui est un philosophe des sciences du XXe siècle, on passe du monde clos à l'univers infini. Alors effectivement, ce passage, il est progressif. On passe du monde clos à l'univers infini. Et donc ce passage est un
traumatismes, et on va voir, il a des incidences du point de vue des conceptions qu'on va devoir se forger concernant le concept même de liberté. Là, donc on a parlé du rôle politique des protestants, mais on parlera aussi de l'état de la structure et de cette différence avec le catholicisme, évidemment. Tout à fait. Et donc, reprenons sur ce contexte, effectivement, qui est essentiel pour comprendre pourquoi la réforme émerge à ce moment-là. Il y a un sentiment d'essoufflement dans la théologie catholique elle-même. Un sentiment qui est provoqué par la chute de l'Empire romain d'Orient, avec Byzance, sa capitale, qui sonne comme un coup de semonce pour Rome. Tu demandais comment contextualiser l'islam à ce moment-là. L'Empire ottoman vient de faire tomber Byzance. Cette chute de l'Empire romain d'Orient, il réveille les démons de la chute de l'Empire romain tel qu'on l'entend nous, à la fin de l'Antiquité. Voilà, donc si tu veux, il y a une atmosphère de décadence, une peur d'une forme de déchéance et de décadence. Donc, ceci dit, il y a tout un sentiment paradoxal, parce que ces Byzantins qui sont chassés par les Ottomans, où est-ce qu'ils vont se réfugier ? En Italie. Et ce sont ces Byzantins qui vont ramener la culture grecque de l'Antiquité en Italie, et qui vont permettre la redécouverte d'un certain nombre de textes. D'où le concept de Renaissance, c'est-à-dire un certain nombre de textes auxquels on n'avait plus, de l'Antiquité, auxquels on n'avait plus accès durant le Moyen-Âge, vont revenir en Occident. Donc c'est une des conséquences qu'on peut juger positives de la conquête de l'Empire ottoman. Donc la Renaissance italienne, en l'occurrence, vient des Byzantins. Oui, parce que donc ils ramènent des écrits, des archives à la fois annotées par toute une tradition d'auteurs antiques et médiévaux, ce qu'on appelle des palimpsestes, des archives annotées, des textes que l'on croyait perdus, et dans lesquels les érudits de Venise, mais aussi de Rome, vont puiser des idées qu'on avait longtemps oubliées. Et donc il y a ce retour à l'Antiquité qui résonne comme un retour à une forme de pureté originelle. Et en ce sens, c'est l'un des points communs déjà entre Renaissance et Réforme. Alors Étienne, merci. Alors on reviendra lors du prochain épisode sur cette question des origines de la Réforme protestante et justement du contexte géopolitique de cette époque-là, pour évidemment se poser la question et se plonger dans la Réforme protestante et se poser la question de en quoi cette Réforme protestante a conditionné notre rapport à la modernité, notre rapport à la République, notre rapport à la démocratie. Étienne, merci et rendez-vous au prochain épisode. Merci à toi, à bientôt. La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast.